Cerno. Une anti-enquête. Épisode 148. 3-2-1. Paris 11e arrondissement. Je retourne chez Coralie et Caramel. Maintenant qu'Annie nous a apporté d'autres éléments sur Reine de la Mare, j'aimerais savoir ce que Coralie en pense. Et je voudrais surtout savoir si Coralie corrobore les théories d'Annie. J'ai acheté des biscuits. Oui, merci. C'est l'argent. Elle a été tuée? Monnaie. Il y a 2 télés. Pardon? Oui. C'est incroyable. Je t'en ai jamais parlé, tu sais. On n'est pas agressé. Je vais faire un pot-au-feu. Oh oui. Torture, coup de ciseaux, Oh strangulation. non, c'est vous qui faites ce truc interminable? Absorption de liquide vaisselle. J'ai un jardin secret. En ce moment, je regarde aussi les bichons sur Instagram. Chérie, ne crois pas que je t'aime pas, je t'aime de tout mon cœur. C'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre? Hein? Cerno. Vous êtes délégué par qui, monsieur? 5e étage. Il y a Caramel qui vient me chercher. Ça va? Il vient me chercher à l'ascenseur. Bon, c'est encore moi. Ça va, je te dérange pas trop? Pas du tout, non. Pas du tout? Va, pas du tout. Donc tu donnes à manger à Caramel, parce qu'il est 18h passé. C'est bon, mon chien? Oui. Donc, je voulais te voir Coralie, parce que on avait discuté du cas Reine de la Mare, on avait formulé plein d'hypothèses, et j'ai rencontré Annie, qui m'a dressé un portrait un peu à l'inverse de ce qu'on imaginait. La personne que nous dépeint Annie, c'est quand même quelqu'un de pas très sympathique, presque un peu violente, un peu Kaira, quoi. Enfin, franchement, c'est pas l'avantage de Reine de la Mare, le portrait que nous dresse Annie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, déjà, je pense que c'est subjectif. En fait, c'est le point de vue d'Annie, de ses fils, dont l'un a croisé rapidement Reine quand il était jeune. Mais donc, c'est pas forcément la vérité, déjà. C'est pas forcément une vérité absolue. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué, moi, je trouve, de dire des choses un peu négatives sur une personne qui est décédée. Parce que tant qu'il n'y a pas une vérité absolue qui se dégage, on va pas dire elle avait l'air difficile à vivre, elle avait l'air... Voilà. Moi, dans le dossier d'enquête que j'avais lu, il y a 1 ou 2 témoignages où il est dit que c'est une femme qui a du caractère, qui se laissait pas faire, etc. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui avait l'air accueillant, qui accueillait des gens, qui accueillait ses voisins, sa copine, qui venait passer 2 jours à Paris, elle l'accueillait chez elle, voilà. Et Je peux juste faire une remarque par rapport à ce que... En fait, souvent, les femmes dites de caractère sont mal vues, mal considérées. C'est des femmes qui s'expriment aussi. C'est comme si parfois elles n'avaient pas le droit. Voilà, j'allais y venir complètement. Enfin, je veux dire déjà qu'il y avait quand même des personnes qui nous présentaient ses côtés positifs. Colette te disait qu'en fait, Reine, elle avait été extrêmement présente au décès de son père. Je crois qu'elle a beaucoup aidé sa mère. Donc moi, j'y vois quand même... je vois qu'elle avait des aspects de sa personnalité qu'on pourrait qualifier d'une personnalité généreuse, conviviale. Elle avait ces traits-là. Donc en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà. Et aussi, voilà, je suis absolument d'accord avec toi. Dès qu'une femme s'affirme un petit peu... Dès qu'une femme dit non, ou alors y a pas que les femmes, mais souvent en fait c'est facile de catégoriser une femme parce qu'elle affirme des choses, parce qu'elle a du caractère, et surtout que c'est un autre temps dont on parle en fait. On parle du début des années 80, c'est il y a plus de 40 ans. Est-ce que Reine, parce qu'elle était capable d'envoyer chier les gens et de pas se laisser faire, alors après bon, on l'a pas côtoyé nous, donc on saura jamais vraiment en fait. Je trouve que le témoignage d'Annie, il vient nous apporter des éléments, mais il ne doit pas être pris non plus, on ne doit pas se fier uniquement à sa perception des choses. L'image qu'on se fait de Reine est forcément alimentée par plusieurs témoignages, plusieurs sources, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà.
D'autant plus qu'on voit, en fait, quand les gens parlent de Rennes, que son physique joue vachement dans la façon dont on l'aperçoit, en fait. On la ramène tout le temps à son obésité. Ouais, c'est fou. Tu le dis très bien, on la ramène tout le temps à ça. Comme si elle était... elle avait un caractère plus tranchant parce qu'elle était obèse, etc. Enfin, je trouve ça fou comment on la ramène toujours à cette description physique, quoi. Il y a une double réticence, quand j'ai parlé d'elle la dernière fois, c'est de pas dire des choses négatives sur elle qui sont pas vérifiées, parce qu'en fait, qui je suis pour dire elle était comme ci, elle était comme ça, de façon catégorique et définitive. Et il y a aussi le fait de se dire est-ce que les gens vont manquer d'empathie pour cette victime, et est-ce que au niveau médiatique, quand on présente une victime, il faut forcément enfin voilà, moi il y a un truc qui m'insupporte dans le traitement des faits divers, c'est que, par exemple, quand il y a un enfant qui est victime d'un fait divers, et forcément quand c'est une petite blonde aux yeux bleus ou un petit blond aux yeux bleus, les journalistes vont avoir de cesse de répéter ça tout le temps, en fait, comme si c'était quelque chose qui caractérisait un côté angélique de la victime. Voilà. Victime idéale. On dit jamais cette jolie brune aux yeux bruns qui a été tuée. Enfin, voilà. Par contre, on va se répandre sur des caractéristiques physiques qui sont dans l'imaginaire commun, quelque chose ou qui emporte l'empathie de tout le monde, ou voilà. Ça participe un peu à une sorte de narration collective où il faut forcément que les victimes soient blanches comme neige, comme on dit. Enfin, moi, c'est pour ça, au contraire, même si la victime, c'est une pourriture ou si elle a des gros défauts, moi, je trouve que c'est super. Déjà, on a tous des gros défauts, on a tous des défauts. Et donc, je trouve ça génial que, en fait, la personnalité de Rennes soit faite de nuances. Je trouve ça très intéressant. Oui, moi aussi. Donc toi, en fait, ce que tu dis, c'est que on a une tendance à présenter les victimes comme des personnes angéliques, que probablement Rennes avait du caractère, mais qu'on ne peut pas aller plus loin que ça, en fait. On peut que constater ça. Et le portrait d'Annie n'est pas suffisant et peut-être biaisé. Après, le portrait d'Annie, il est intéressant parce que c'est son point de vue et elle l'a connu, elle est proche, donc c'est intéressant, ça vient donner des éléments. Mais c'est pas... À partir du moment où on a écouté Annie, on peut pas dire oh là là, on s'est loupé, on a présenté Rennes comme quelqu'un de convivial, de généreux, de sympathique, alors qu'en fait c'était une dame peut-être acariâtre, agressive, etc. Alors elle dit agressive, colérique, cupide, pas instruite, et en gros, elle vivait au-dessus de ses moyens, quoi. Et fréquentait des gens louches aux yeux d'Annie. Oui, alors c'est pareil. Hein. Enfin, tu vois, dans les années 80, une femme seule qui mène sa vie, et voilà. Enfin, elle a épousé un homme qui apparemment avait plus de biens qu'elle. C'est un petit appartement dans le 17e. Forcément, c'est qu'elle était intéressée par son argent, qu'elle a fait un mariage d'argent et pas d'amour. Alors, c'est peut-être le cas, mais c'est peut-être juste la vie de sa nièce, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment qu'un point de vue. Moi, je trouve que c'est tellement facile de qualifier les femmes de cupides, intéressées que par l'argent. En fait, ce sont des défauts qu'on a l'impression de cerner très facilement chez certaines femmes. Bon, enfin, moi, je remets pas du tout en question tout ce qu'elle dit. Elle a le droit de le dire et c'est très bien. Et, peut-être que c'est vrai. Et peut-être que c'est vrai, mais il faut prendre ça avec toutes les nuances et toutes les... Enfin, voilà, un peu de recul. Et je trouve que ça apporte aussi... c'est très intéressant au niveau de la complexité. Enfin, il y a sûrement des choses très intéressantes dans le témoignage d'Annie, mais tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce qu'il y a aussi du temps qui a passé. Peut-être... alors pas des rancunes, mais oui, enfin des rancunes personnelles qui font que son témoignage est teinté de peut-être d'amertume de quelque chose. Enfin voilà, et donc on voit justement toute la complexité, je trouve, d'un travail d'enquête où on collecte des témoignages et il faut effectivement avoir le recul nécessaire pour ne pas tout prendre pour argent comptant, quoi, au pied de la lettre, comme ça pourrait... parce que moi, quand j'ai écouté le témoignage d'Annie, j'étais là, waouh, c'est dingue, c'est incroyable tout ce qu'elle dit. Et après, je me dis, voilà, mollo, il faut pas forcément tout prendre comme si c'était la vérité absolue. Et donc, c'est intéressant là-dessus. Je
voudrais avoir ton avis sur des points précis. Déjà, il y a l'histoire de Nadine, donc son amie que Reine de la Mare a eu au téléphone quelques minutes probablement avant son meurtre, qui devait passer quelques jours chez elle, qu'elle hébergeait régulièrement. Et donc, elle aurait dit à Nadine que quelque chose lui faisait peur. Ce que dit Annie, c'est que Nadine aurait été la femme du plus grand truand du Havre, c'est ce qu'elle dit. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression, donc j'ai lu un peu ton résumé du dossier d'enquête, j'ai l'impression, mais peut-être qu'on peut reprendre, que effectivement Nadine était en couple avec un type du Havre, mais qui travaillait à EDF. Ouais. Donc ça correspond pas forcément au plus gros truand du Havre. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle était séparée de lui. Oui. Donc ça colle pas vraiment. Ça colle pas avec Reine de la Mare est amie avec ce couple et elle effectue quelque part des missions pour eux. Moi, je trouve que c'est un peu... Tout ça est un peu étonnant, hein, et moi, je trouve que... Alors, c'est compliqué, parce qu'en fait, moi, je trouve que Annie se livre à toi, et que c'est très intéressant. Elle se livre avec, je trouve, beaucoup de sincérité, d'honnêteté, et donc son témoignage mérite d'être écouté, mais c'est vrai que tout ce qui est raconté est complètement sidérant. Bon, alors effectivement, donc Nadine, elle a quitté son mari à un moment pour ce monsieur, avec qui elle a passé quelques temps. Ce grand truand. Ce soi-disant grand truand, qui n'a pas du tout l'air d'être un grand truand dans le dossier que j'ai consulté, quoi. Mais et ensuite, elle s'est remise avec son mari. Voilà, comme beaucoup de gens, elle a une aventure, et en fait, ça a duré ce que ça a duré. Et elle s'est remise ensuite, ils ont pu recoller les morceaux avec son mari. Elle s'est remise avec son mari, et voilà. Et au moment du meurtre de Reine, elle est avec qui ? Avec son mari. Elle est avec son mari. Donc elle n'est plus avec le truand, entre guillemets. Voilà. Mais elle dit qu'elle est restée amie avec lui, qu'elle a des nouvelles de loin, et que c'est elle qui l'a informé de la mort de Reine, parce que ce soi-disant truand tel qu'il est présenté par Annie... Laurent, hein, je crois, non ? Il s'appelle. Ouais, Laurent. Il avait des bonnes relations avec Reine, il s'appréciait, donc elle lui a dit, enfin voilà, elle l'a informé de son décès, mais elle n'était plus avec lui depuis déjà quelques temps, et d'ailleurs elle venait à Paris, elle était censée passer 2 jours plus tard, où le dimanche soir fête Reine, je crois qu'elle est tuée un samedi, et le dimanche, normalement, Nadine devait passer la nuit chez Reine, parce qu'elle déposait son mari à l'aéroport. Elle venait de Normandie et du coup elle passait la nuit chez Reine, comme elle le faisait à chaque fois, pour pas faire l'aller-retour dans la journée. Et alors ce Laurent, tu te dis que moi j'ai l'impression dans ce que j'ai lu qu'il n'a pas le profil du truand. Qu'est-ce que tu sais éventuellement de lui ? Pas grand-chose. Il travaillait à EDF. Voilà, il travaillait à EDF. Il est sur un chantier loin au moment de la mort de Reine, mais ça restait à vérifier, je crois, mais la preuve c'est que son ex-compagne, la Nadine, le contacte alors qu'il est loin, et a priori il n'est pas décédé aujourd'hui. Voilà. Il est toujours en vie. Mais j'en sais pas beaucoup plus, non. Nadine, elle est décédée. Très très peu de temps après la mort de Reine, elle est décédée. 2 ans après. Je sais plus, ouais. Mais... En 85, il me semble, à l'âge de 40 ans. Voilà, très très jeune, ouais. De quoi, je ne sais pas. Je sais qu'elle avait des enfants, parce qu'elle parle de ses enfants au moment où elle est auditionnée, mais sinon j'ai pas fait de recherche sur elle plus que ça. Je sais qu'elle est décédée et qu'elle était toujours mariée à son époux au moment de son décès. Parce que ce que me dit Annie, il me semble, cette Nadine qu'elle nomme pas d'ailleurs, elle l'appelle pas Nadine, elle dit que c'est une amie d'enfance de Reine. Ce qui est impossible parce que Reine avait 20 ans de plus qu'elle. Ouais, non, c'est pas une amie d'enfance. C'est, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle fréquentait... ils se fréquentaient du temps du vivant du mari de Reine. Et elle est née en 44, alors que Reine était née en 23, c'est ça, ouais, en 23. Donc 20 ans de différence, donc je sais pas, ouais. Mais bon, c'est fou parce que enfin, je vois pas du tout. Bon, les histoires de drogue et tout. Oui, alors il y a ça aussi. Il y a le deuxième point, c'est ce que racontait Annie. Elle disait que les voisins de Reine la voyaient régulièrement, voire quotidiennement, prendre le bus, qu'elle allait en banlieue, dans un squat, avec des paquets. En fait, moi, je trouve que ça correspond pas vraiment à ce que tu me disais. Toi, tu me disais que c'était son gendre, donc le frère d'Annie, qui l'avait vu prendre le bus la veille du crime. Donc voilà, je trouve que
Ça fait un peu fantasme, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, ça n'est que mon avis. Mais je trouve que Annie, elle dit une chose qui est très intéressante dans l'entretien que tu as eu avec elle. Elle dit, et ça c'est un élément qu'on n'avait pas, que dans le frigo, on a retrouvé un repas pour 2 personnes. Elle attendait quelqu'un, Reine, ce jour-là. Et on en avait parlé, je crois, ensemble la dernière fois, c'est que sa copine Nadine dit qu'elle voulait retrouver quelqu'un. Et cet élément-là, Annie le balaye d'un revers. Enfin voilà, elle dit ah non mais pas du tout. Elle ne pourrait pas. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui voulait. Elle était grosse et elle s'entretenait pas. Voilà, elle dit parce qu'elle était grosse a priori, ou en tout cas qu'elle renvoyait une image de femme soit peu élégante, soit peu gracieuse ou je ne sais pas. On pense qu'en fait elle peut pas avoir d'avenir sentimental en fait. On pense qu'elle peut pas avoir une romance ou en tout cas avoir envie de séduire un homme, etc. En fait, elle est complètement... En fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de Reine et en fait, elle a l'impression que c'est plus une femme, que c'est juste une personne obèse en fait. Mais comme si, parce qu'elle était obèse, elle n'avait pas le droit d'avoir des désirs, des envies, de souffrir de la solitude, de vouloir rencontrer quelqu'un, voilà. En fait, elle est... D'ouvrir sa gueule. Ouais, voilà. Ouais, d'être une personne, tout simplement. Et en fait, t'as l'impression que c'est juste ce qui l'a défini aux yeux des gens, pour beaucoup de gens. Alors, après, avec toutes les pincettes du monde, parce qu'on ne l'a pas connue, Reine, donc effectivement, il y a toujours cet aspect-là où les gens qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, ont une perception d'elle qui est certainement loin des clichés que nous, on peut avoir. Mais en fait, il y a quand même l'impression qu'il y a des gens qui sont réduits à une caractéristique physique ou quelque chose, et que elle, pour plein de gens, c'est la grosse et c'est tout, quoi, en fait. Clairement, elle attendait quelqu'un. Elle avait prévu un repas. Donc elle attendait peut-être un homme qu'elle voulait séduire, avec qui elle pensait qu'il pouvait éventuellement se passer quelque chose. En fait, les faits disent ça, pour moi, en fait. Et donc, à mon avis, à partir du moment où on considère que, non, en fait, cette femme peut pas être dans une perspective sentimentale avec des hommes, du coup, on va essayer d'expliquer plein de choses qui semblent inexplicables, à travers, c'est peut-être de la drogue, un trafic, un truc, parce qu'elle allait là, voilà. Mais en fait, peut-être qu'elle... par exemple, je formule une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, et ça n'est que une hypothèse que je formule moi, mais voilà. Peut-être qu'elle espérait quelque chose avec un homme, et qu'elle lui apportait des habits, peut-être qu'elle lui lavait son linge, et qu'elle lui apportait des habits propres dans ce squat, et qu'on la voyait avec des sacs parce qu'elle voulait se faire aimer, donc elle essayait d'apporter, par exemple, plutôt que de la drogue, par exemple, en fait, ce qui semble... Mais parce qu'on considère qu'elle peut pas avoir une romance avec un homme, du coup, on va essayer d'imaginer plein de choses. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ce serait un cas typique de grossophobie. Et du coup, c'est-à-dire que si elle n'était pas obèse, on aurait tout de suite peut-être pensé justement à un rendez-vous galant quand on a trouvé le deuxième repas. Quoi d'autre ? Enfin, en fait, et même les photos, moi je trouve qu'elle était un peu apprêtée quand même sur les photos que j'ai vues de la scène du crime, en fait. Elle avait je trouve que c'est compliqué de délivrer ces informations-là, mais elle avait un collant qui semble être un collant un petit peu à dentelle. En fait, elle n'était pas du tout inélégante, en fait. J'avais l'impression d'un effort vestimentaire, moi. Donc en fait, oui, il y a 2 repas dans le frigo. Elle avait prévu quelque chose avec plat, entrée, dessert, etc. On dit d'elle qu'elle était très méfiante et qu'elle n'ouvrait pas à n'importe qui. Et elle a ouvert la porte à quelqu'un. Donc peut-être à un homme avec qui elle espérait vivre quelque chose de sentimental, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, moi, je trouve que ça paraît presque évident. Sauf que sous prétexte qu'elle est grosse, on évacue ça et on dit non, elle pouvait pas. Enfin non, mais c'est vrai, non, t'as pas... Oui, ça me fait de la peine, en fait. Moi, ça m'énerve. Alors après, il y a peut-être des histoires de drogue, il y a peut-être tout ça. Hein. Mais parfois, la réalité est beaucoup plus simple que ce qu'on veut imaginer, quoi. Et ce que tu suggères aussi, c'est que vu la position du cadavre, la façon dont elle était attachée, ça t'évoque peut-être un crime sexuel ?
Au tout début, moi, j'ai vu les photos et après, moi, j'ai consulté le dossier. Dans un premier temps, j'ai vu les photos et je trouvais que effectivement l'appartement était très peu fouillé ou à peine. Et vu que la jupe était relevée, je me demandais si c'était pas un crime à mobile sexuel, effectivement, parce que la jupe est relevée. Mais en fait, je sais pas. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand j'écoute Annie, je me dis, ce que décrit Annie, c'est un crime crapuleux, reine de la mare, pourquoi pas grand-mère indigne. Déjà, elle n'est pas grand-mère. Elle n'est pas grand-mère, non. En fait, elle était assez jeune, comme elle avait juste 60 ans. Ouais. Et en plus, elle n'était pas grand-mère, parce que ses enfants n'ont jamais eu d'enfants. Ouais, elle n'a jamais été grand-mère. C'est juste une dame, quoi, en fait. Ouais. Si je peux parler. Dame indigne, tu vois, ou en tout cas, femme un peu louche et... Pourquoi pas, je suis contre les activités, la vente de drogue, etc. Mais je me dis que voilà, c'est peut-être une figure qui correspond pas à ce qu'on attend d'une femme, et peut-être d'une femme pas toute jeune. Donc je me dis crime crapuleux, poisseux, règlement de compte quand j'écoute Annie. Et quand je t'écoute toi, je me dis que c'est un peu ce qu'on se disait quand on s'est vu la première fois. Peut-être que Reine de la Mare a été tuée parce qu'elle était une femme. Je t'avoue que moi je suis vraiment perdue. En tout cas, le crime crapuleux, j'ai du mal à le voir se dessiner dans le dossier, dans les faits, dans les photos, etc. J'ai du mal à le voir se dessiner comme ça. En fait, vraiment, moi, je trouve que c'est très compliqué. C'est une affaire où j'en sais rien. Alors c'était un homme qui voulait tuer. Peut-être, ouais. Alors la troisième chose sur laquelle je voudrais avoir ton avis, c'est que quelques années après le meurtre de Reine, le frère de Annie, qui était aussi le gendre de Reine, s'est suicidé et que quelque part Annie ne croit pas vraiment à son suicide. Mais en gros, Reine avait 2 filles, Madeleine qui était mariée à Jean-Pierre, le frère d'Annie, c'est lui qui s'est suicidé, mais elle avait aussi une autre fille, Suzanne, qui était mariée avec un monsieur que la famille appelle Dudu, qui était un flic. Et en fait, il le trouvait très bizarre. Du coup, Annie a l'impression que le meurtre de Reine et le suicide de son frère, qui ne serait pas un suicide, sont liés. Et que quelque part, la personne qui est au centre, qui fait le lien entre ces 2 tristes événements, c'est l'autre gendre de Reine de la Mare, qui était surnommé Dudu. Toi, je sais que tu allais faire des recherches. Qu'est-ce que tu penses de cette thèse ? Alors, moi, effectivement, j'avais de grosses présomptions sur le fait que le gendre de Reine se soit suicidé. Ouais, il est décédé à 40 ans, à son domicile, à une date un peu particulière, c'est-à-dire qu'il décède le 31 décembre. Et en fait, il y a des dates clés comme ça. Il y a des moments qui peuvent être critiques, dans des périodes de vie compliquées. Donc voilà, moi, en voyant l'acte de décès de ce monsieur... Jean-Pierre, j'avais un peu des doutes, et donc j'avais fait une demande aux archives pour voir s'il n'y avait pas un dossier qui pouvait être lié à son décès, s'il n'y avait pas une enquête ouverte au moment de son décès. Et effectivement, en fait, j'ai retrouvé le dossier aux archives. Et alors c'est délicat. C'est vraiment délicat parce que dans ce dossier, il y a des éléments qui touchent à... Alors, lui, il est décédé depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai eu accès au dossier, j'ai consulté. Mais on parle de son épouse qui est toujours vivante aujourd'hui. Et il y a des éléments de leur vie privée qui sont dévoilés. Et en fait, je ne sais pas trop si je peux en parler parce que je trouve que c'est délicat de livrer ça aux auditeurs. Je suis hyper partagée. Voilà. Okay. En fait, j'ai l'impression que... Alors moi, l'hypothèse que je fais, c'est que cet homme était porté sur la boisson et qu'il y avait des problèmes avec son épouse. C'est ça, en fait. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en dire plus. Alors après, moi, je trouve que c'est intéressant parce que... En fait, moi, je ressens une détresse et une colère dans le témoignage d'Annie. En fait, dans les suicides, souvent, ceux qui restent,
il passe par toutes les phases, quoi. La colère, l'incompréhension, la tristesse, le désespoir, enfin voilà, toutes les étapes du deuil, avec en plus le fait de devoir supporter le fait que leurs proches soient décédés de façon brutale, violente, et avec beaucoup d'incertitudes sur le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, dans des situations de suicide dans les familles, on cherche des réponses. Et même si le suicide est clair, il est évident, on cherche des responsabilités, en fait, autour. Parce que moi, je l'ai vécu personnellement. Il y a des membres de ma famille qui se sont suicidés et il y a des membres de la famille qui voulaient trouver des coupables dans la famille, en fait. Et donc là, je retrouve dans le témoignage d'Annie, que moi, je trouve poignant, toute cette colère et toutes ces interrogations et cette volonté de désigner un peu des coupables, en fait, et de dire qui est responsable, voilà. Est-ce que le Dudu en question, il canalise pas un peu tout ça, toute cette colère et cette incompréhension et cette volonté de trouver un coupable? Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que dans le dossier que j'ai pu consulter, c'est évident qu'il s'agit d'un suicide. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'autant que l'enquête a été menée. Certes, on voit la présence du beau-frère, gardien de la paix. Dudu. Mais en fait, il y a une enquête qui est menée, qui est sérieuse, qui n'est pas menée par le Dudu, mais par d'autres officiers de police. Alors après, on peut toujours imaginer qu'ils ont été corrompus, qu'ils ont été aiguillés par le Dudu, et ce que tu veux. Mais l'enquête, elle est assez claire, il y a des constatations médico-légales qui sont faites. Il y a tout un contexte qui est posé. En fait, on comprend en fait, le contexte de ce couple, de ce monsieur, en fait, de ce qu'il vivait à ce moment-là. Il y a plein d'éléments qui font qu'en fait, pour moi, il n'y a aucun doute sur le suicide. Moi, j'en ai consulté des dossiers, des centaines de dossiers de suicide. Et personnellement, je ne me serais pas arrêtée du tout sur ce dossier en me disant qu'il peut y avoir un doute ou quelque chose. Alors, on peut toujours avoir des choses, mais là, voilà. Et d'autant qu'il y a une lettre, qu'il laisse une lettre, le monsieur. Il y a une lettre qui est manuscrite. Si c'est pas son écriture, ça aurait été déterminé, signalé. Là, il laisse une lettre écrite de sa main où il exprime clairement son état psychologique à ce moment-là. Ça pourrait pas être écrit sous la contrainte. C'est toujours possible. Hein. Moi, je ne dis jamais non. Tout est possible. Mais là, il y a un faisceau d'éléments qui convergent vers le suicide, en fait. Il y a un contexte personnel qui éclaire la situation de ce monsieur, et sans aucun doute, quoi. Donc on pourrait imaginer que cette famille a été dévastée par divers événements, dont les principaux sont le meurtre de Rennes et le suicide de Jean-Pierre, et qu'en fait, il faut trouver des coupables. Voilà, après, c'est pareil, tout est toujours possible. Manifestement, elle ne l'a pas vue, elle, cette lettre. Elle n'a pas vu cette lettre. Manifestement, il y a des choses qu'elle ne sait pas. Je ne sais pas si elle est au courant du contexte. Je ne sais pas si elle est prête à entendre des choses. Non, sur cette histoire de suicide, ce que je pense, c'est qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans la famille, comme ça peut être le cas. Parce qu'on va pas... La personne vient de décéder, donc on ne va pas dévoiler tous les éléments de sa vie privée aux proches, même à ses frères et sœurs, etc. Parce qu'on va dire, on va garder le respect de la personne, du défunt, donc on ne va pas tout raconter. Et en fait, du coup, ça crée des suspicions, ça crée des tabous, ça crée des non-dits. Et la sœur, qui n'a pas tous les éléments, peut-être, elle ne peut pas avoir une vision globale des choses, et ça va créer des suspicions, ça va créer des doutes et des explications. Et des fantasmes. Ils vont essayer, avec des éléments incomplets, de créer une vérité, voilà. Alors après, pareil, hein, peut-être que Annie, elle a des intuitions qui sont les bonnes et que les éléments que je vais consulter dans le dossier ne vont pas refléter une réalité, hein, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque, en fait. Et donc... Après, il y a un truc, c'est le fait que Rennes vivait au-dessus de ses moyens. Ça, c'est quand même un sujet. Et ça, on l'a remarqué avant que je rencontre Annie. On a remarqué que Rennes avait l'air d'avoir un certain train de vie. On l'avait remarqué, nous ? Je me souviens plus. Ouais, tu vois, on disait, elle a 2 télés, elle vit confortablement. Ah oui, c'est vrai, ouais. N'ayant pas travaillé, étant veuve d'un poinçonneur, la RATP.
c'est pareil. Enfin, oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. On avait remarqué que l'appartement, il avait quand même un certain... c'était un appartement un peu bourgeois. Les murs étaient quand même tapissés. Il y avait du papier peint. Moi, j'ai vu des intérieurs dans les années 80 où t'as l'impression que c'est les années 40, 50, où il n'y a rien, il n'y a pas de confort. Là, en fait, il y avait une salle de bain, il y avait les toilettes dans l'appartement, quand même. Il y avait une cuisine équipée. Et il y avait 2 télés à l'époque, ce qui était plutôt rare, je pense. Il y avait le téléphone. Voilà, en fait, pour moi, c'était pas... je veux dire, elle avait... Alors peut-être, hein, oui, non, peut-être que ça reflétait des moyens illégaux de gagner de l'argent, hein, peut-être. Mais pour moi, on est dans un entre-deux, quoi. On n'est pas dans un truc de misère. Je trouve que c'est pas du tout la misère. Mais c'est pas non plus un appartement bourgeois comme j'ai pu aussi en voir sur des photos de scènes de crime à l'époque où tu rentres tu rentres chez les gens, en fait. Tu vois leur intérieur. On est vraiment dans un entre-deux, en fait, je trouve. Donc, voilà. Après... elle était veuve, elle avait la pension de son mari, qui a travaillé toute sa vie. Bon, elle vivait seule, elle n'avait pas de petits-enfants. Je suis pas sûre qu'elle parte en vacances. Je pense qu'elle avait des... Enfin, en fait, j'ai pas vu comme quelqu'un qui vivait au-dessus de ses moyens, mais pareil, hein, j'ai peur de... Elle dit, Annie, que toutes les informations qu'elle donne, elle les tient des filles de Rennes. En même temps, elle dit qu'il y avait de l'argent qui transitait, que Rennes envoyait de l'argent à ses filles. Ça me semble bizarre. Ça me semble pas possible, en fait. C'est-à-dire que les filles ne se seraient pas vantées de ça. Tu vois ? En fait, tout ça, c'est... Alors après, c'est pareil, le dossier, il est incomplet, hein, mais le dossier que j'ai consulté, il est incomplet, mais sur quoi ça repose, je sais pas. Enfin, ça semble être tellement étonnant et extravagant, tout ce que Annie raconte sur, effectivement, d'éventuels trafics. Je sais pas quoi en penser, quoi. En fait, ce que dit Annie... quelque part, c'est que Rennes était coupable de quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'on lui reproche plein de choses, quoi. On lui reproche d'être trop grosse, on lui reproche d'avoir de l'argent alors que les autres n'en avaient pas autant. Et peut-être que ce sont des choses qu'on imagine pour masquer la vérité, qui est quelque chose de peut-être plus simple, et que c'est un crime d'un homme qui voulait dominer Rennes, qui voulait la tuer, qui a voulu la réduire au silence. Peut-être que c'est des raisons qui masquent des raisons plus systémiques, quoi. Des causes plus systémiques. Peut-être que c'est un jour un homme, vu qu'apparemment elle exprimait les choses et elle ne sait pas faire, peut-être que c'est un jour un homme qu'elle a remis en place et qui a pas supporté et qui a voulu lui montrer qui était qui commandait, en fait. Hein. C'est possible aussi. Hein. Elle aurait fait une remarque à un homme qui se serait senti rabaissé. C'est possible, ouais. Vu qu'on lui reprochait d'ouvrir sa gueule, peut-être qu'un homme n'a pas supporté que... Tout ça, ce sont que des hypothèses. Hein. Une femme ne doit pas ouvrir sa gueule. Une femme doit être jeune, mince, belle et discrète. « 3, 2, 1. Je suis rentré à mon bureau et je suis complètement perdu. Qu'est-ce que nous raconte ce crime ? Qui faut-il croire ? Quelle hypothèse privilégiée ? J'appelle Colette, la cousine de Reine de la Mare. Je voudrais lui raconter ce que m'a confié Annie et savoir ce qu'elle en pense. Allô ? Oui. À suivre.